bonsoir. C'est une semaine qui commence mal pour plusieurs familles dans la région du littoral. Des enfants retrouvés morts dans des circonstances encore non élucidées. Qui sont ces tueurs d'enfants? Quels sont leurs mobiles? Comment s'en débarrasser? Ces questions font conclure à une montée de la criminalité avec pour cible des enfants. Et nous en parlons donc ce soir avec des politiques et des analystes de la question déjà sur ce plateau. Je commence par vous, Maurice Somo. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Bonsoir, merci Carole. Bonsoir aussi à tous vos nombreux téléspectateurs. J'ai accepté d'être là ce soir parce que je sais que le thème est éminemment un thème de société et beaucoup moins un thème de politique, parce qu'il y a des gens ici qui me font déjà peur. Ah non, je ne sais pas, je n'ai pas dit que... C'est aussi une question de politique publique. Merci à vous. Peut-être c'est vous qui lui faites peur, Charles-Élie Zanzan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous qui êtes candidat, vous me l'avez dit, aux élections municipales de février 2020. Bonsoir. Bonsoir Carole, bonsoir à tous les Camerounais qui nous suivent ce soir. Effectivement, je suis candidat à la liste conduite par Maître Denis Fampou à la mairie de la 2e. Mathias Kamni, bonsoir à vous, conseiller du président national du MRC, membre du directoire national, conseiller municipal à la commune d'arrondissement de Douala 3e. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est moi qui vous dis Carole. C'est moi qui vous dis merci Carole et merci à tous les milliers de téléspectateurs du Canada International. Jacques Dobel, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous suivent encore ce soir. Et Julio Trésor Tanon, notre monsieur fait divers, le monsieur fait divers de Canal 2 International, est là ce soir. Vous comprendrez pourquoi dans quelques instants. Bonsoir Julio Trésor. Bonsoir Carole et bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Canal 2 International. Alors nous vous proposons ce soir dans notre journal un reportage que Julio Trésor a réalisé à Dizangué. C'est à une dizaine de kilomètres d'Edea dans la Sanaga maritime. Et c'est une journée particulièrement pénible, ou alors une journée sans repos pour le reporter qu'il est au cœur des deux faits divers rocambolesques et presque présentant des similitudes. 3 enfants retrouvés morts dans une voiture après un jour de recherche donc à Dizangué dans la Sanaga maritime. Et hier soir également, de retour à Douala, des corps ont été retrouvés chez un blanchisseur, cette fois au quartier Commando. Qu'avez-vous vu et entendu à Dizangué, Julio Trésor Tanon? Alors Carole, il faut dire que c'est la gorge serrée que j'en parle. Je n'ai pas que vu et entendu, j'ai aussi senti des odeurs qui n'étaient pas du tout faciles à supporter pour le reporter que je suis et même les parents de ces enfants et les habitants de Dizangué. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Jeudi, la disparition de Choupinette, Wilfried, Herman, met le quartier Hollande dans un état d'alerte. Tous viennent de 3 familles différentes et âgés de 3 ans. Les parents travaillent dans une société de la place et comme d'habitude, ils ont confié leur progéniture aux voisins et les enfants jouent dans la cour comme d'habitude et disparaissent comme par enchantement. Les fouilles sont menées, mais une dame refuse formellement que l'on entre chez elle sous prétexte que son mari est absent. Et vendredi, aux environs de 21 h, l'un des garçons vivant chez cette dame-là, avec désinvolture, interpelle un voisin pour lui faire savoir qu'il y a quelque chose de pas net qui se passe à côté. Il y a des odeurs qui se dégagent de la voiture qui est stationnée dans la cour, une voiture pourtant fermée et qui a d'ailleurs été fouillée en journée quand on cherchait les enfants. Le garçon, il va s'approcher du véhicule, torcher le véhicule et il est frappé par une chair de poule. Ce qu'il voit est tout simplement horrifiant et il appelle donc au secours. Les habitants du quartier accourent, mais les enfants sont inertes et l'un d'entre eux ne porte pas ses babouches. Il est nu comme un ver de terre et également au niveau de la peau des enfants, on sent que la peau a été écorchée comme si on leur avait versé de l'eau chaude. Donc la police, les médecins légistes arrivent ainsi que les éléments de la gendarmerie ou de la brigade de terre de Dizangué. Et également le périmètre est sécurisé et débute une enquête dans laquelle le principal suspect est le voisin, interpellé avec 2 autres jeunes qui vivaient chez lui, élèves au lycée technique de Dizangué. La femme du monsieur a voyagé le même jour avec ses propres 3 enfants. Donc on attend de voir les enquêtes ou du moins l'autopsie pour savoir de quoi est-ce que les enfants sont morts. Sorti de là, vous retournez à Douala
pour prendre cette fois la direction de Commando, où on parle aussi de mort d'enfants. À peine arrivé à Douala, justement, c'est la consternation au quartier Commando, dans l'arrondissement de Douala 1er. L'on vient de faire la découverte du corps de la petite Tracy Olivia, âgée de 9 ans et élève à l'école publique de Commando. Portée disparue, elle aussi, depuis mercredi aux environs de 21 h, sortie pour se mettre à l'aise. Elle n'est plus revenue et ne reviendra d'ailleurs jamais. Et après donc des jours de recherche, toujours pas de signe de vie. Et pendant ce temps, le voisin, le nommé Abou, malien, d'après les sources, est suspect. Finalement, l'on décide de fouiller chez lui. Le corps de Tracy est retrouvé. Les habitants de Commando décident de mettre le feu sur sa maison. Et pendant que les effets sont sortis de la maison, on tombe sur un autre corps enfoui dans les vêtements. Et la police est interpellée, alertée, les médecins légistes descendent et la police scientifique, en fouillant, tombe sur un troisième corps. On décide même de fouiller ou de creuser un tout petit peu le sol pour voir s'il n'y a pas d'autres corps. Finalement, on sort avec une autre histoire rocambolesque avec 3 morts à la clé. Moïse Somo, je commence par vous. Voilà les faits présentés par Julio Trésor Tanon, tel que vécu et relaté sur les antennes de Canal 2 International. Est-ce qu'on peut conclure qu'il y a de plus en plus de cas, de faits comme cela au Cameroun? Est-ce qu'on peut le penser? Oui, effectivement, si on s'en tient aux informations que vous diffusez, que les médias diffusent, depuis un certain nombre de temps, on a l'impression que le phénomène est récurrent. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on parle d'un cas de disparition suspecte, d'un cas de mort retrouvée, de décapitation, ainsi de suite. Donc, on peut donc conclure que le phénomène est de plus en plus récurrent. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire que ce genre de phénomène survienne en ce moment précisément, depuis quelques années? C'est qu'en réalité, des agglomérations, on peut s'attendre à ce que ces faits aient le plus lieu dans des grandes villes. C'est vrai, ils sont plus récurrents dans des grandes villes. Il y a quand même certains cas isolés dans des petites villes. Et dans des grandes villes, vous savez, la société en général, elle répond à un phénomène naturel de mutation. Une mutation sur le plan démographique, une mutation également sur le plan des exigences, avec, n'est-ce pas, l'arrivée de personnes à des mentalités diverses. On a de plus en plus d'expatriés qui arrivent, même sur le plan local. Se pose donc une question de survie. Et lorsqu'il s'agit d'une question de survie, il y a des recours à des pratiques généralement peu orthodoxes. Donc la criminalité fait partie donc des comportements peu orthodoxes qui sont en réalité soit des faits de personnes perverses, c'est-à-dire des psychopathes et tout ce qu'on connaît, mais également par des personnes qui veulent vivre dans la cité sans avoir les moyens de vivre. Et du coup, on peut penser que ça, c'est un des créneaux possibles, bien qu'il soit macabre, c'est un des créneaux possibles par lesquels des gens de plus en plus tentent de faire fortune dans les villes. Charles Elisan, est-ce que ça vous interpelle, vous, en qualité de politique, ce type de fait? Vous y avez pensé, vous avez planché dessus? Oui, tout à fait, tout à fait. Vous savez, il faut d'abord disséquer le problème qui se pose. Moi, j'ai placé cela sous 3 formes. Il y a d'abord les crimes rituels. Je suis un homme politique. Vous savez, la politique, c'est pas l'orthodoxie religieuse. Bien, je vous dis ce qui est vrai. Il y en a qui estiment que pour avoir accès à certains postes, il faut passer par des choses bizarres. On est en pleine saison, là. Oui, voilà. Il y a les trucs qui arrivent. Il y a les crimes rituels, il y en a qui estiment qu'il faut ziguer un enfant de 8 ans, il faut les attouchements sexuels des enfants de 8 ans, parce que le marabout a demandé ceci, on peut avoir le poste, on peut avoir l'énergie nécessaire puisée dans l'innocence d'un enfant pour évoluer. Dans l'ésotérisme. Voilà. Il y a même le business d'esclavage sexuel. Vous savez qu'il y a un autre réseau qui concerne à vendre les enfants de 8 ans, 9 ans, dont certaines personnes sont très friandes. Il y a maintenant la vente des ossements humains et des organes vitaux de ces enfants. Tout ça mélangé fait en sorte que, comme l'a dit mon cher René, c'est ces personnes-là qui ont pris la norme et ont mis de côté et ont estimé que c'est par là qu'ils devront avoir leur manière de vivre, de l'argent et tout. Mais maintenant, nous, en tant qu'hommes politiques, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sensibiliser, continuer à sensibiliser et mettre en avant, avec la nouvelle chambre basse qui arrive, des lois très dures pour punir et sévir ceux-là qui seront reconnus coupables de ce genre d'agissement extra-naturel.
Mathias Kameni, les populations pointent aussi du doigt, tel que Charles Elisan l'a dit, peut-être de manière empirique, pointent du doigt les politiques, les accusant d'être parfois à la base, même seulement pour n'avoir pas pris la bonne décision concernant la sécurité et la vie dans les quartiers. Est-ce que vous vous sentez responsable de cela? Carole, moi je pense que notre pays est abandonné entre les mains des voyous. C'est ce que je vais dire, parce que cette histoire ne commence pas aujourd'hui. On se rappelle de celui de Mibouman, dont on l'appelle le boucher. Nous étions en prison avec lui, il était là carrément, le boucher. Ce monsieur, il était là en prison avec nous. Il n'avait pas l'air d'être différent, non, même il était pas normal. Non, très normal, il avait. Vous voyez encore même des très belles filles qui continuent à venir lui rendre visite, là, comme un roi. Tout ça sur le regard des pouvoirs publics. Moi, je pense qu'en réalité, le pouvoir affaiblit. Puisque nous ne pouvons pas comprendre que depuis plus de 7 ans, nous vivons ce genre de phénomène et que rien n'a jamais été fait. Et à cela s'ajoute la corruption. En réalité, moi je pense que la police camerounaise est l'une des polices les plus efficaces en Afrique centrale. Que s'il faille qu'elle mette main sur ces personnes-là, ça ne les prendra pas du temps. Moi je pense que c'est un manque de volonté. Et je pense qu'ils sont même complices. Parce qu'on ne peut pas expliquer. Dernièrement c'était à Bafang, où 4 enfants ont été retrouvés morts dans une brousse. Mais comment? Et ça continue. Ça ne s'arrête pas, ça continue. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela au Cameroun aujourd'hui? Ces choses n'existaient pas. D'accord. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui peut se passer que ce genre de phénomène prend directement de l'ampleur et que l'État ne réagit pas? D'accord. Charles Zan a l'explication. Je viens à Jacques Dobel tout à l'heure. Oui. Moi, je contraire à moi ou à Charles Zan d'abord. Oui, j'aimerais dire à M. Mathias Kameni que justement, quand on parle d'un fait social qui concerne notre vécu quotidien, à un moment donné, mettons un peu la politique de côté. Ces enfants qui ont été décapités. On ne peut pas mettre la politique de côté. Non, parce qu'à la base, il y a... politicienne, on se comprend. On se comprend. Non, il faut qu'on se comprenne, M. Kameni. Non. Ces enfants qui ont été décapités, vous ne savez pas de quel parti ils sont. Ces enfants qui ont été décapités, vous ne savez pas de quelle tribu ils viennent. À un moment donné, on prend la politicien, on met de côté, on fait pieux, on essaie de voir la même direction pour essayer d'arranger les choses. Je dis bien, même le FBI, même le Mossad, même le FSB, même le KGB, tout ce que vous voulez comme service de renseignement, comme police, n'est qu'efficace à partir du renseignement. Ayez toute l'efficacité de la police que vous voulez, mais il faut qu'il y ait du renseignement. Première chose. Deuxième chose, vous ne pouvez pas, en pleine télé, traiter votre police de complices de ceux qui enlèvent les enfants. Parce qu'ils ne comprennent pas le laxisme. Il n'y a pas de laxisme. Même le corrompu, il faut plus trop apprécier. Vous savez, bon, si vous avez un conseil policier corrompu, c'est vous qui le donnez l'argent. Il y a un corrupteur, il y a un corrompu. C'est entre vous là-bas. Mais moi, ce que j'essaie de la police camerounaise, c'est que quand elle travaille, elle est efficace. Et ce que nous devons faire, c'est l'aider à attraper ces gens-là. Et ça commence par la famille chez nous. Beaucoup. Le renseignement qu'il faut pour que cette police soit efficace. Merci Jacques Dobel. Sur la question de la montée de la violence et puis ce qui peut justifier cette violence-là. Moi, je vais parler sous le contrôle de M. Somo parce que les crimes rituels ne sont pas... C'est pas un phénomène nouveau dans le monde. Ça, je peux même dire qu'il est aussi vieux que le monde. Ce qui fait problème aujourd'hui, quand tout à l'heure M. Kameni a parlé de la faiblesse de notre police ou la corruption et tout ça, moi je pense qu'il faut relativiser ces choses-là. Parce qu'il a parlé d'un monsieur qu'il a trouvé en prison et qu'il a laissé là-bas, qu'on appelle le boucher de Mimboman. Mais ce monsieur est quand même en prison. Ça veut dire que la procédure judiciaire est en cours. Et qu'elle aime terminer et qu'il puisse sa peine. Et puis, si on l'avait condamné après 2 ou 3 passages devant la justice, on allait parler de justice expéditive. Il dit qu'il est en prison parce qu'il n'avait pas de l'argent. C'est complice son livre. Oh, ça, je ne peux pas m'aventurer là-dedans. Mais je crois que c'est mon voisin de droite qui vient de dire tantôt qu'il y a un problème de renseignement. Et c'est pour cette raison que nous, les habitants des quartiers, nous sommes interpellés par rapport à tout ce qui nous
peut nous paraître anormal dans le quartier et mettre la police au parfum. Et puis, nous devons sensibiliser nos enfants et petits-enfants sur les étrangers ou alors même des voisins. Et parfois, c'est des membres de la famille, hein, et Jacques parfois, c'est des membres de la famille. Donc, il faut que les enfants... Ça devient compliqué. Soient un enfant de se détacher de son tonton, de sa tata. Il faut que les enfants soient éveillés. Et pour que les enfants soient éveillés, il faut qu'ils soient sensibilisés par les parents. Faites attention parce qu'il y a des mauvaises choses qui se passent en ce moment. N'allez pas n'importe où. Ne répondez pas à l'appel de n'importe qui. C'est bien compris. Donc faites très attention. Julio Trésor demande la parole. Je viens à vous. Justement, pour parler d'un fait qui s'est déroulé à Ouélé il n'y a pas très longtemps, le jeune homme qui a été retrouvé dans un puits, ligoté dans un puits, et qui est décédé, il y a été amené par son oncle. Un oncle en qui la mère avait entièrement confiance. Et elle lui a dit, donne-moi le petit, je vais l'amener acheter quelque chose et après porter disparu. Et ensuite, demande de rançon. Donc c'est après, on ne sait pas comment mieux traiter le sujet et il décède. Charles-Jean? On peut traiter le sujet de deux manières, moi je pense. Au niveau de la famille, c'est vrai qu'on ne connaît pas le cœur de tout le monde. Parce que parfois ça vient de l'intérieur, vous avez un cousin, une tante, c'est vraiment un oncle qui vous ne savez pas avec qui il a participé, quand et à quel moment. Quand il a fait ces choses là-bas dehors. Mais maintenant, au niveau externe, au niveau du quartier, il est inconcevable qu'à 17h, moi je suis de Mamorundo, c'est à Noubel. J'y suis né, j'y ai grandi. Il fut une époque où on connaissait tous les voisins. Vous saviez que c'est la mère de Carole là-bas, c'est la maman de Mathias qui est de ce côté, c'est le papa de Ngor qui est de ce côté. Et quand je commettais une erreur, c'est le papa d'à côté qui venait me corriger. C'était la vie en communauté qui est différente de la vie en société. Mais maintenant, vous arrivez en plein 17h dans un quartier, à Newbel chez moi. Vous voyez 103 enfants en train de jouer là dehors. Toi, tu habites où? Vous ne savez pas. Toi, tu habites où? Vous ne les connaissez même pas. Donc, vous avez donc des gens qui arrivent au quartier, qui louent nos maisons. Et la première chose que nous devons faire, par exemple, quand on a un nouveau voisin, comme chez les Blancs, c'est le voisin qui voit un nouveau visage, c'est lui qui dit à la police qu'il y a un nouveau voisin qui arrive au quartier. Vous avez le chef de bloc, le chef de quartier, chacun à son niveau ne peut pas faire son travail. C'est le renseignement prévisionnel. Est-ce que ce système-là n'a pas failli? C'est ce qu'il faudra donc inculquer au Camerounais. Et justement, Carole, je vais rappeler à M. Elizan que quand je parle de la corruption, il doit très bien comprendre la corruption. Puisque en prison, qu'est-ce que les prisonniers, qu'est-ce que les bandits nous disent? Ils nous disent qu'ils sont là parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Que ceux avec qui ils étaient, les vrais coupables qui avaient de l'argent sont dehors. Et en réalité, ils sont en complicité avec les magistrats. C'est ce que je vais te dire, monsieur. Vous les croyez sur parole? Mais attendez, il dit, non, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Ils disent que je dis qu'ils sont en complicité avec les magistrats. C'est-à-dire, le plus souvent, avant qu'ils n'aillent commettre un coup, il a déjà un montant qu'il doit verser au magistrat. C'est très grave ça. Mais c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils nous disent en prison. Merci. C'est ce qu'ils nous disent. Mathias, Maurice Omo, pardon. Est-ce que ce n'est pas ce type de comportement qui avait à un moment donné fait en sorte que les populations privilégient la justice populaire au Cameroun plutôt que de se saisir des personnes soupçonnées d'être auteurs de ce type de crime et les remettre entre les mains de la justice? Bien, je ne vais pas me lancer dans ce débat sur la crédibilité ou non de nos forces de police et tout le reste, et la montée de la justice populaire comme pouvant en être la conséquence. Parce que, en fait, qu'on le veuille ou non, la vérité c'est que s'il y a un incident qui a lieu quelque part, et que les populations se regroupent, la tendance c'est que les gens ont envie d'en découdre tout de suite avant même qu'on ait appelé la police et tout ça. C'est un instinct naturel. Si vous venez quelque part, vous trouvez votre fils qu'on tabasse, vous allez réagir tout de suite. Il vous viendra plus tard seulement l'idée qu'il fallait plutôt aller à la police. Donc c'est une réaction sociale naturelle, cette question de vindicte populaire. Ça c'est la première chose. Je voudrais tout simplement tempérer les mentalités ici et dire que nous parlons ici d'enfants disparus, de dizaines et des dizaines d'enfants disparus. Avez-vous à cet instant passé qu'au moment où vous avez annoncé ce thème, des familles qui en sont des victimes sont devant la télé et regardent. Et ils ne font pas non que se mettre à regarder, qu'on dise que c'est elle qui a fait ceci. On veut quand même qu'on s'apitoie un peu sur leur sort. Ils veulent des explications claires. Et je crois que jeter l'anathème sur le système en place et dire que c'est lui qui est responsable de ceci, il faudrait encore attendre que ceux qui veulent prendre le pouvoir nous apportent l'assurance que ce genre de choses finira. Et du coup, ça complique énormément de choses. Analysons scientifiquement des choses et c'est en cette qualité que je suis là. Sur le plan social, je vais dire, le problème de cette criminalité est d'abord lié à un problème d'objectif économique. C'est-à-dire que des individus estiment qu'en prenant un enfant, en le tuant, en prenant les eaux qui en viennent là, ils peuvent s'enrichir.
c'est un problème d'économie. Bon, maintenant, il peut avoir certains sur le plan rituel, M. Zanla l'a dit tout à l'heure, les autres l'ont dit, il peut certes avoir des explications sur le plan rituel, mais il faut d'abord tenir compte également de l'élément économique lié à la montée de la démographie et au désir, si vous voulez, à la guerre de survie. Ici, on dit à quelqu'un... Et donc au chômage on peut arriver au chômage. Je vous vois venir, sauf si vous dites que ce chômage, c'est quelqu'un de... Moi, je ne voudrais pas continuer là où vous voulez m'amener. Probablement. Je ne sais pas où vous voulez aller, mais... C'est vous seul qui savez où vous voulez m'amener. Dans tous les cas, moi, je m'arrête à cette explication. Je vais sortir, Carole, si tu permets, en disant que un acte criminel peut être expliqué et ne peut jamais être compris. Si quelqu'un dit « je veux comprendre », ce n'est pas possible. Il doit être expliqué. Il peut s'expliquer sur le plan génétique, c'est-à-dire qu'il y a des tueurs nés qui sont capables à tout moment de posséder ce genre d'acte. Voilà. Ça, c'est... Non, ce n'est pas ça la psychopathie. La psychopathie vient du fait qu'à un moment donné, dans le développement d'un individu, un certain nombre de choses se sont passées et l'ont prédisposé à poser un certain nombre d'actes. Voilà, donc, il peut également, ce chemin-là, c'est la psychopathie. Il y a le phénomène environnement. C'est sur cet aspect spécifiquement que nous voulons insister. Des pays comme la France, des grands pays qui sont des grandes démocraties, ont ce problème de criminalité. Ça existe bel et bien. Des pays aux États-Unis où la police semble être la plus armée, la plus forte, tout ce que vous voulez, mais il y a toujours ce phénomène qui va toujours exister. Dans ces pays, on punit les gens. Merci. On les met en prison. Merci beaucoup. Julien Trésor a demandé la parole avant sur la question. Je reviens à vous. Je vous rappelle que je parle en tant qu'expert. Bien sûr. Je ne suis pas positionné. C'est pour ça que vous êtes sur ce plateau. Vous viendrez comme politique peut-être bientôt. Julien Trésor Tano. Alors juste une question pour M. Zan, qui parle des enfants qui à Nubel jouent aux environs de 19 h. 17 heures. Oui. Il y a aussi qu'on a peut-être un problème d'aire de jeu. Qu'en pensez-vous? La politique n'a pas prévu cela. Peut-être les enfants qui jouent en route, c'est quand même dangereux. Quand vous avez des bensikineurs qui choisissent de rouler sur le trottoir, il n'y a pas la route. Quand vous avez des commerçants qui choisissent de venir vendre en plein chaussée, il n'y a pas le marché. Donc vous avez aménagé les aires de jeu et ce n'est pas occupé par les enfants. À Chêne-Nobel, j'ai vu des gens aller faire pipi au niveau du rond central. Revenons sur les aires de jeu. Il y en a combien? Non, je fais ce qu'on appelle la maïeutique socratique. Ça veut dire que votre système ne fonctionne pas. C'est ce qu'il faut reconnaître. Quel que soit le système qui y aura sur Terre, je souhaite un jour me réveiller un matin, je vois M. Kamto, président de la République. Ça ne va pas pour autant dire que je ne ferai pas mon travail de parent. C'est mon rôle de parent de dire à mon enfant de l'éduquer. Et à l'école, on va l'instruire. Ce n'est pas M. Kamto, président de la République, qui fera de mon enfant ce que je veux qu'il soit. Il doit être un modèle pour la société. Arrêtons de faire croire que le système en place va éduquer nos enfants. Tout ce que nous demandons au système, c'est de créer le cadre adéquat pour que nous éduquions nos enfants. Mais c'est de ça qu'il y il y en a qui choisissent de jouer en plein goudron, alors qu'il y a le stade de Fampou, par exemple, il y a le stade de Youpoué, il y a le stade de Kassa-la-Femme, il y a le stade de Kilomètre 5. Il y a des aires de jeu partout, mais c'est un choix qu'un enfant veut jouer devant la porte, parce que vous aussi, le parent, vous avez un œil sur lui pour voir que l'enfant joue devant vous. Et ce n'est pas des jeux, c'est des jeux où les enfants jouent au banc, on puisse plus entre eux. Mathias Kameni. Carole, vraiment, c'est un problème extrêmement sérieux, parce que, pourquoi je le dis, lorsque cette affaire de boucher de Mimboran se pose, il y a une enquête qui est ouverte. On n'a jamais rendu compte à qui il livrait ses organes. Non, mais allons au plus profond, puisque je dis que ça ne peut pas finir. À qui il livrait ses organes? Ces personnes sont là. Au Cameroun. Mais attends. Puisqu'on ne nous a jamais donné le résultat des enquêtes. Vous voulez qu'on vous donne le résultat à vous? On ne nous a jamais donné le résultat. On doit rendre plus de ce Charlie et nous que nous sachions les qui s'amusent avec les organes de nos frères, de nos soeurs, de nos enfants. Nous devions connaître. S'il vous plaît, là on ne l'a pas fait. Voilà ça qui messieurs les politiques, là voilà ça qui convainc. À qui il livrait ses organes? Nous devons les connaître. C'est compris. Non, pardon. Monsieur Kameni, la socialisation voudrait qu'à un moment donné, qu'on baisse les frontières de peur envers les autres. Le blanchisseur qui est au quartier, qui lave les habits, est arrivé il y a 8 ans, 9 ans, 11 ans. Il y a un qui est arrivé,
Il a fait 3 ans, 4 ans, il a eu le capital qu'il voulait savoir, moi il est parti, son frère l'a remplacé, et ainsi de suite. Et ça se fait un peu partout. Quand les gars arrivent, c'est vous qui donnez vos habits pour qu'ils lavent. C'est lui qu'on invite quand il y a un baptême à la maison. C'est lui qu'on invite quand il y a... Et on envoie l'enfant avec les habits. Quand il y a la fête du mouton, il est musulman forcément. On va manger chez lui. Donc il y a une socialisation qui naît, on se met en compagnie avec lui. Ou si les On ne chrétiens qui peut à la pas fête imaginer de Noël, pour ne pas stigmatiser. C'est simplement parce que l'État a abandonné les populations. Même si on ne veut pas savoir. On l'abandonne comme ça, on veut les populations. Même s'il est un bandit de grand chemin, personne ne connaît. Est-ce qu'il est arrivé qu'on fasse des comptes rendus sur des faits qui ont défrayé la chronique au Cameroun? Et ça, en quoi est-ce que ça peut aider de savoir qu'est-ce qui s'est passé? Carole, moi, je pense que la presse, le métier que nous faisons est aussi défaillant dans ce domaine-là. Parce que si nous avions des chroniqueurs judiciaires qui suivent certains dossiers spécifiques devant la barre, je crois qu'on aurait ces comptes rendus. Ce n'est pas le magistrat, ce n'est pas le procureur ou le président de la cour qui viendra faire le compte rendu. C'est le journaliste qui va à la cour pour suivre ces procès-là, qui doivent en rendre compte. Autre chose que je voulais ajouter à ce volet-là, c'est l'attitude des parents. Parce que tout à l'heure, M. Zang disait qu'à 17 h, il trouve les enfants en train de jouer. Mais aujourd'hui, jusqu'à 19 h, jusqu'à 20 h, je veux dire 21 h, vous trouvez vos enfants chez vous. Vos enfants ne sont pas chez vous. Vous ne savez même pas où ils sont. Ils sont chez des voisins, ils sont même parfois plus loin. Vous savez que ces enfants sont où? Oh, nous, quand nous étions jeunes ou petits, quand vous êtes dans une famille à 18 h, on demande, jeune homme, ou mademoiselle, vous sortez d'où? Vous êtes l'enfant de qui? Vos parents sont où? Parce qu'à 18, 19 h, un enfant bien encadré doit être à la maison. Nous avons tout aujourd'hui dans nos maisons, la télé et tout, pour la distraction. Non, sur la question du compte rendu, Julio Trésor Tanon, vous travaillez sur les questions depuis un bon bout de temps. Est-ce qu'il vous est arrivé de suivre une affaire jusqu'à la fin et se rendre compte que les auteurs présumés ou ceux qui sont poursuivis pour avoir commis les faits sont châtiés par la justice? Bien sûr, la dernière affaire en date, c'est celle de Inès Kamga, 21 ans, qui a été assassinée par son petit ami. C'était le 8 décembre 2015. Le verdict a été rendu à la cour d'appel du littoral. Et on avait suivi toutes les enquêtes. On a suivi l'enquête, justement. Et le meurtrier, l'assassin, pas le meurtrier, l'assassin a écopé de 30 ans de prison avec 20 millions de francs CFA de dommages. Est-ce que la publicisation de ce type de résultats, 30 ans de prison, est-ce que ça peut décourager un certain nombre de personnes? C'est mi-figuré, c'est plus ou moins efficace. On n'est pas tout à fait certain que cela se fasse parce que déjà, je vous dis, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de verdicts qui sont rendus dans des tribunaux. Et si on ouvrait, il faudrait bien qu'une chaîne spécialisée le soit, comme on a en Europe. Donc l'objectif est uniquement de reproduire. Et ça, ce n'est pas une question du système. C'est même mon frère Kamdi qui est là à côté peut créer une chaîne de télévision avec pour ligne éditoriale de diffuser uniquement, n'est-ce pas, ce qui se passe dans des choses. Oui, effectivement, ça peut reprimer la velléité de certains. Mais je vais vous dire, le criminel, l'assassin, au moment où il pose son acte, il n'en mesure généralement pas les conséquences. Il ne sait généralement pas à quoi il s'expose en posant l'acte. Il a généralement des mobiles plus ou moins précis qui habitent. Si quelqu'un va dans un crime rituel, ce qu'il voit en avant, c'est ce que cela pourra lui rapporter. Lorsque c'est un crime qui vient de nature économique, il sait financièrement ce que ça va lui rapporter. Donc, que cela soit diffusé ou non, ça peut dans une certaine mesure décourager les plus naïfs, mais ceux qui ont déjà développé des formes de psychopathie ou de formes de perversion pour poser ces actes, déjà ne vous regardent même pas ces émissions. Mais pour rester avec vous, est-ce qu'il y a une étude qui est menée au Cameroun pour connaître le profil dans les faits, la criminalité pareille, pour savoir quel est le pourcentage de psychopathes, quel est le pourcentage de criminels économiques? Parce que ça
pourrait permettre d'adresser la question de manière efficace. Là, vous me suggérez qu'on place un étudiant de psychologie là-dessus, qu'il fasse une étude, une thèse même peut être développée là-dessus. Oui. Au lieu que M. Zan développe seulement des gens qui vont développer des thèses sur la démarche présidentielle, sur le silence du chef de l'État. Ça, c'est pour faire un petit clin d'œil à mon ami Kameni. Donc peut-être qu'il faudrait... Il y a un département de criminologie. D'accord. Dans tous les cas, effectivement, beaucoup d'études sont actuellement menées là-dessus pour déterminer le profil. Le profil s'est fait en corrélation avec des centres de psychologie et beaucoup plus aussi avec certains hôpitaux qui ont des unités dans lesquelles ce genre de thématiques peuvent servir à, effectivement, les forces de renseignement, la police et la gendarmerie, pour savoir, pour décrire à peu près. Dans tous les cas, il y a des fichiers qui sont bien développés au niveau des services de la police judiciaire, à partir desquels, n'est-ce pas, on peut très facilement, et donc ne soyez donc pas surpris que je vous dise que il y a, si vous entendez qu'il y a 10 crimes qui ont été commis, 40 crimes ont été évités. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. 40 crimes ont été évités sur la base d'une exploitation d'un certain nombre d'informations qui viennent en réalité des études qui ont été menées sur les profils des criminels à tout point de vue. Mais seulement, on n'ira jamais vous dire le jour où on a désamorcé un crime, dire attention, il y a ceci qui a été fait, il y a cela qui a été fait. Voilà à peu près. Charles Zan, sur la question des profils, vous êtes dans une commune, vous aspirez à la diriger ou tout au moins en être un des conseillers municipaux. Est-ce que vous planchez sur le profil des gens qui vivent dans votre commune et comment vous adressez la question de l'insécurité dans votre commune? Justement, je voudrais d'abord dire qu'il y a des hauts criminologues dans ce pays, professeur Jean Gatti, professeur Stéphane Gouaza, qui sont des criminologues de renommée internationale. Maintenant, pour répondre à votre question, justement, je vous ai pris un exemple, c'est ça qui m'inquiète. À Douala deuxième, par exemple, qui peut être compris comme un laboratoire pour les autres quartiers, les phénomènes de retour. Les étrangers, c'est-à-dire, pas qu'on les chasse, mais on doit connaître qui est qui dans l'arrondissement où on vit. C'est-à-dire, les mouvements de population, le profil des populations, tout ça doit faire partie d'une étude qui fera en sorte que ça donnera les moyens. Vous, à la commune, vous financerez pareille étude pour votre commune, hein? Ça fait partie de mon plan de société qui a fait en sorte que mes Denis Fampo accepte qu'ils travaillent avec elle. Parce que nous sommes nés à Neubel. Nous ne faisons pas comme d'autres qui sont nés à Douala deuxième, qui vont être candidats à Douala 16e. C'est pas moi. Nous sommes candidats chez nous. Il n'y a pas encore 16 arrondissements à Douala. C'est un exemple que pour ne pas indexer que mon frère était en face de moi. Donc, c'est chez eux qui allaient pas. Vous pensez que vous allez indexer? Non, il faut dire que ce que nous demandons aux populations, par exemple, c'est vrai qu'on ne peut pas empêcher. Nous avons cette liberté de vaquer dans les quartiers. Mon fils, par exemple, Curtis, se balade dans tout le quartier. Si demain j'apprends qu'un voisin l'a arrêté la zigouille, j'aurais mal. Mais comment est-ce qu'on va faire pour empêcher cela? Peut-être en... Nous avons la solution si nous sommes au pouvoir. Je sais, vous serez au pouvoir. En sensibilisant les enfants, en causant, il faut qu'ils se connaissent. C'est vrai aussi que l'ennemi, le mal, peut ne pas être dehors, il peut être à l'intérieur. On sait très bien que mal, et peut-être remettre la prière au centre. Peut-être la sensibilisation des enfants est l'une des plus mauvaises démarches qui puissent exister dans l'approche prophylactique des problèmes de criminalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, l'enfant est supposé par essence être un esprit libre et se sentir très à l'aise dans l'environnement où il se trouve et pouvoir faire confiance à tous auprès de lui. Ici, on est dans une société exemplaire et une société de modèle. C'est à nous, les aînés, les parents, de pouvoir assurer la sécurité autour des enfants. Le fait de souvent dire aux enfants, non, attention, lorsque vous devez apprendre à un enfant à traverser la route. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une conduite naturelle qu'il faut apprendre à l'enfant. Mais dire à l'enfant, attention, si tu vois un papa qui est comme ça, il y a que l'enfant grandit avec une stigmatisation de l'environnement qui devient pour lui forcément... Parce qu'il baisse la garde devant le tonton et c'est le tonton qui vient lui couper la tête. Voilà. Donc, et justement, à nous de nous rassurer sur la qualité donc, de l'environnement dans lequel nous trouvons. Il s'agit d'assainir notre société et de permettre que nos enfants grandissent dans une société saine et non aux enfants de s'adapter à une société qui n'est pas saine. Je crois que vous percevez la nuance. Pardon, je viens à toi, Julio Trésor.
cette conseiller municipal, à la 3e. Est-ce que là-bas, la question a été adressée, celle de l'insécurité dans les quartiers vis-à-vis des enfants? Oui, bien sûr. C'est pourquoi jusqu'à présent, vous n'avez pas encore ressenti ce genre de choses dans notre arrondissement. Donc, puisque quand nous étions, Monsieur Charlie Elisa, Monsieur Charlie Elisa, laissez-moi poursuivre. Dakar. Laissez-moi poursuivre. Justement parce que... La gare de Gand à Bilonguet... Il y a eu des cas, mais pas ce cas que nous évoquons aujourd'hui. Pardon? Il n'y a pas ce cas que nous évoquons aujourd'hui. Parce que nous avons pris des dispositions. Et c'est ça que j'ai dit tantôt, que la corruption est très très dangereuse dans... Vous avez déjà pris des dispositions sans être au pouvoir. Il était à la commune de Douala 3e. En tant que conseiller municipal. En réalité, c'était quoi notre plan d'action? Nous, on travaillait en collaboration avec les chefs de quartier et les chefs de bloc. Puisque en réalité, c'est quoi le rôle d'un chef de quartier? C'est parce que M. Bia est venu les corrompre. Oui, avec les salaires qui commencent à les donner au point, il a politisé les chefs de quartier. En réalité, ils avaient un rôle qui était extrêmement efficace. À partir du moment où M. Bia vient leur donner de l'argent, il change la donne. Il est politiste, s'il vous plaît, il est politiste. Et au point où ils oublient leur rôle, ce qu'ils avaient justement à faire. C'est à cause du salaire. À notre temps, nous collectons des informations à partir des chefs de quartier et des chefs de bloc. C'est-à-dire, un nouveau venu dans ton quartier, tu nous renvoies l'information, tu nous donnes son profil. Ce qu'il fait, à partir de ça, nous on le contrôlait. Mais, à partir du moment où le patron de M. Elisan a commencé à leur donner le salaire, ils ont carrément oublié ce qu'ils avaient à faire. Monsieur Elisan, c'est-à-dire la collecte de ces renseignements. C'est vous les responsables. Et ça nous cause effectivement un c'est gros vous les problème. responsables. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Quand on danse mal, on accuse son pantalon. Je continue à dire à M. Kameni que je rêve de me réveiller un matin et de voir M. Kamto, président de la République. Mais je n'attendais pas que lui vienne éduquer mon enfant à la maison. J'ai créé l'environnement qu'il faut pour que mes enfants soient bien. Non, c'est pour faire comprendre. Mais la collaboration des chefs de bloc et tout le reste, c'est important dans la démarche. On ne conditionne pas. On ne doit pas attendre M. Bia pour venir dire au chef de quartier que renvoie les renseignements. Mais on est là vraiment dans le local, s'il vous plaît. C'est ce que je disais tout à l'heure, que le renseignement prévisionnel voudrait quoi? Le renseignement voudrait que quand j'arrive en Bamewondo chez moi, quand j'arrive en Kolmintak chez moi, quand j'arrive quand Yabassi chez moi, quand j'arrive en Bopi chez moi, l'un des 33 quartiers de Douala 2e, et que je remarque un visage que je ne connais pas, je vais voir le chef de bloc. S'il ne fait rien, je vais voir le chef de quartier, je vais voir le sous-préfet de la 2e. C'est mon rôle de citoyen. Je n'ai pas besoin d'être au pouvoir pour le faire. Je n'ai pas besoin d'être conseiller municipal pour le faire. C'est ça le sacerdoce du citoyen républicain que nous voulons. On n'attend pas d'être au pouvoir pour rendre service à la société. Alors, c'est ce qu'on a fait. Il faut constamment des réunions avec des chefs de bloc et des chefs de quartier. Vous pouvez le faire. En tant que leader, je peux le faire. Vous-même, les autorités. Monsieur Zan, quand on parle des chefs de quartier, des chefs de bloc, cela implique également les comités de vigilance. Mais comment évoluer avec des cas où vous avez des gens qui sont là, qui sont censés filtrer, mais ils discutent avec ceux qui entrent. Vous n'avez rien pour moi là, grand. Ça m'est arrivé quelquefois. Est-ce que vous demandez si vous avez le problème de corruption, le problème de profil, oui, le problème parfois de profil dans le comité de vigilance. Monsieur Tanon, je voudrais vous faire comprendre que les comités de vigilance ont ce rôle-là, que c'est nous-mêmes les habitants du quartier qui assurons la vigilance du quartier. Bien sûr. Il fut un moment où j'étais membre d'un comité de vigilance dans mon quartier en Bamewondo. Si moi-même je me mets à prendre 100 francs, 300 d'un étranger qui arrive et que je ne le contrôle pas, ça me risque et péril. C'est à mes risques et péril. Donc je n'ai pas à faire quoi que je le laisse passer, c'est comme si je faisais du mal à une autre personne. Mais ça c'est vous, mais les autres ne le pensent pas comme ça. Est-ce qu'il y a une formation pour ces comités de vigilance, sensibilisation, qu'est-ce que vous leur inculquez comme les comités de justement, qu'est-ce que leur donnez comme comment on monte d'abord un comité de vigilance? C'est que les jeunes du quartier s'associent pour monter un comité de vigilance et chaque personne passe devant le commissaire spécial de l'arrondissement pour une enquête. Commissaire spécial de police. Commissaire spécial de police pour une enquête de profil et tout. C'est vrai qu'on devrait ajouter des experts comme M. Son pour les, comment on appelle ça? L'aspect psychologique, parce qu'on ne sait pas qui est qui. Oui. Il est inadmissible quand même qu'on ait des repris de justice. Même si la société veut reprendre celui-là qui a été condamné une seconde chance, oui. Il y a tout ça qui doit encore être combiné. Et les parents qui sont là, qui doivent payer à la fin du mois pour que ces gens-là soient à l'aise. Et le chef de quartier qui doit couvrir. Et la police qui doit intervenir. Parce que le rôle du comité de vigilance n'est pas d'attraper les bandits. Ils n'ont pas les moyens, ni la formation adéquate pour les attraper. C'est le renseignement, comme j'ai dit. On voit M. Talon qui se faufile. Bon, par exemple,
Je profile d'ailleurs beaucoup. Non, pardon. On voit un gars bizarre qui se fout dans le quartier. C'est le coup de fil envers le commissaire de police qui envoie les éléments l'appréhender. Donc voilà comment ça doit... Mais je n'excuse pas quand même la corruption du au Cameroun. Donc on peut l'accepter, M. Kameni. Caro, j'ai l'impression que Charlie Lisan ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Je suis en train de te parler d'un problème sérieux et comment est-ce que ça s'organise. Vous êtes au pouvoir, mais vous ne connaissez pas le gérer. Laissez-nous vous dire comment ça se passe. Je dis, il faut tenir des réunions avec des chefs de quartier et des chefs de bloc. Ça se fait, M. Kameni, tous les lundis. À la deuxième. Le sous-préfet DJ Bidja le fait tous les lundis. Vous ne le faites pas, puisque vous n'avez pas du temps pour ça. Vous avez le temps plutôt à détourner des fonds. Il faut tenir des réunions avec les chefs de quartier et les chefs de bloc. En réalité, qu'est-ce qui se passe, Caro? À partir du moment où vous tenez des réunions avec eux, ils descendent dans leurs localités respectives et ils convoquent les parents. Ils convoquent à leur tour des parents pour s'entretenir avec eux et recevoir de temps en temps des renseignements. À partir du moment où vous ne le faites pas, c'est un gros problème. Moi, je suis dans un quartier, je n'ai jamais été convoqué pour parler. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Je vous ai vu une réunion avec... Comment pensez-vous donc que le chef de renseignement, si le sous-préfet de Douala deuxième décide de convoquer, bon, il y a 3-4 jours, il y a eu une réunion de concertation avec le Conseil national de la jeunesse à la mairie de la deuxième, où j'ai vu la salle archi pleine. On parlait justement du vivre ensemble des questions de sécurité. Pour une des rares fois, je suis à Douala deuxième, j'ai vu une salle pleine pour une réunion pareille. Mettez vos carrefours chaîne de belle. Dites aux jeunes qu'il y a une réunion sur la sensibilisation. Et dites aux jeunes que Samuel Eto'o va passer là-bas tout à l'heure. Vous regardez la proportion des jeunes qui iront, le nombre qui ira. Essayez de voir. Monsieur Camille, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que vous êtes aussi parents. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le sous-préfet du quartier le fasse. En tant que leader d'opinion, on vous voit à la télé, vous avez quand même un passé d'homme activiste politique. Vous pouvez organiser des réunions dans votre quartier pour causer et sensibiliser la population. Vous n'avez pas besoin de... Merci. Chaque Camerounais doit faire ce travail, M. Kameni. Arrêtez de croire que c'est l'autorité. Vous avez évoqué tout à l'heure, j'ai la parole, je vous en prie, monsieur. Vous avez évoqué tout à l'heure les objectifs économiques autour des crimes. Il y a aussi que certains parents justifient leur absence par ces mêmes objectifs économiques à atteindre à la fin. C'est devenu très dur, on se bat, on sort tôt, on rentre tard. Et parfois, c'est la télévision qui élève les enfants à la maison. Est-ce que ce n'est pas assez grave pour interpeller les parents? Si oui, comment les interpeller? Oui, vous soulevez là une question d'éducation. Et quand on parle d'éducation, on sait que les premiers responsables de l'éducation des enfants, ce sont les parents à la maison. Et lorsque les enfants quittent la maison pour aller à l'école, l'école sert tout simplement de structure de relais dans le processus d'éducation. Parce qu'en plus de l'éducation qu'ils vont recevoir à l'école, il va s'ajouter ce qu'on appelle l'instruction. Bon, alors, si on s'en tient à cette approche, on pourrait penser, si on va de l'hypothèse selon laquelle les parents seraient responsables de la sécurité des enfants, il faudrait donc que chaque parent, lorsque l'enfant sort de la maison, qu'il le prenne en main et qu'il le conduise jusqu'à l'école et qu'il reste devant la salle de classe, que l'enfant finisse et qu'il reparte à la maison. Ce qui humainement ne me semble pas du tout possible. Donc il y a d'autres structures de relais sur lesquelles les enfants ont confié, à qui les enfants ont confié la responsabilité de la sécurité de leur progéniture. C'est les forces de police, c'est les forces municipales, c'est les forces de vigilance, c'est l'organisation même de la société. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que il est important que les parents assument leur rôle auprès des enfants, comme on disait tout à l'heure, en leur demandant de prendre un certain nombre de précautions. Ça, c'est le devoir. Mais même quand ils auront pris cet ensemble de précautions, le cas de la petite qui a été enlevée à Newbel, lui, elle est sortie la nuit pour se soulager, pour un besoin naturel. À ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle consigne un parent devrait-il donner à cet enfant? Ne va pas te soulager? Non. Faire des latrines à l'intérieur de la maison. Bon, et très bien. Très bien. Vous me rejoignez donc dans ce que je disais, c'est-à-dire qu'il faut une société sécurisée. Qui est responsable de la sécurisation de la société? Je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Vous pouvez aussi donner des profils, des pistes. Oui, c'est bien que si économiquement, des gens ont des moyens, si cet enfant avait des latrines à l'intérieur de la maison,
cet incident Le ne se pire serait serait pas arrivé. jamais arrivé. Bon, mais à partir du moment où il doit aller à l'extérieur, il y a quelqu'un qui est responsable du fait que l'enfant est à l'extérieur. Donc, le rôle du parent en ce moment, c'est, sachant quel est l'environnement dans lequel il vit, c'est tout au moins le minimum possible, c'est de prendre l'enfant et de l'accompagner dehors, puis Et de le le ramener. ramener. Je le trésor, Donc, non. on peut penser qu'il y a quand même une certaine défaillance sur le plan de la vigilance. D'accord. Pas On de a aussi, l'éducation, on mais a de la aussi, vigilance. on a aussi des Voilà. familles qui protègent les bourreaux, qui sont membres de leur famille. Par exemple, je sais que mon frère a commis un gaffe et je le protège. Comment on peut expliquer cela? Oui, mais écoutez, ça, il faut pas. Ce qu'on doit éviter de faire, hein, c'est de prendre certains cas qui me semblent particuliers pour les généraliser. Lorsque vous êtes parent comme vous êtes, je crois que si votre frère, c'est-à-dire quand je dis frère, même père, même mère, venait à poser un acte comme ça sur votre propre enfant, quel que soit ce que la famille dira autour de vous, vous voudrez bien lui donner une sanction. C'est vrai qu'il y a des familles, il y a quelques familles dans lesquelles on profite de la faiblesse, il faut bien le préciser, de la faiblesse des parents, de certains parents qui économiquement sont qui sont à la limite de l'indigence oui, d'une certaine dépendance et qui préfèrent parfois accepter de sacrifier la vie d'un enfant à partir de leur silence, quitte à rassurer la vie des autres à partir d'un cousin, d'un oncle qui en réalité est le principal pourvoyeur du bien-être. Dans nos deux exemples, c'est une dans nos deux exemples précis de la soirée, Oui. on a la femme du principal suspect Oui. qui a refusé qu'on ne fouille la maison. Là, elle protège... Pour revenir sur le cas de Dizangué. Le cas de Dizangué. Là, elle protège certainement son mari, si jamais C'est il son en est mari l'auteur. qui est l'auteur, oui. Il y a aussi que, à Commandant, le frère du blanchisseur qui a été arrêté, lui aussi vit dans cette maison avec ses odeurs. On ne sait pas comment ils ont fait pour comment dire, cacher ces odeurs-là. Oui. Forcément un travail de spécialiste. Oui. Comment on explique ça? Non, il y a naturellement ce qu'on appelle l'instinct de complicité naturelle par rapport aux proches. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un de vous a posé un acte dans lequel vos propres intérêts ne sont pas engagés, il faut bien faire la nuance dans les cas que vous soulevez. C'est-à-dire que ici, le suspect, la dame, n'a rien d'intéressant dans ce qui s'est passé. Ce n'est ni son enfant, ni son cousin. Et dans ce cas, qu'est-ce qui est intéressant pour lui? C'est plutôt son mari, son époux. Qui est le présumé. C'est le présumé coupable. Donc ses son intérêts plutôt du sont côté des engagés. Les personnes intérêts qui sont sont en engagés. danger. Alors ça dépend du côté où les intérêts se trouvent. Le cas que moi j'évoquais, c'est celui dans lequel le crime a lieu à l'intérieur d'une famille et tout le monde sait. Parfois, c'est classé sans Généralement, D'accord. c'est des cas c'est parce qu'il y a une situation d'indigence. Mais je dis, si c'est lui qui est victime, qui a perdu par exemple l'enfant, a des moyens et qui ne dépend de personne, faites toutes les réunions et toutes les considérables que cela porterait, il va vous traîner le coupable en justice. Jacques Dobel, on est en décembre, on en a longuement discuté, c'est la fin d'année. Et d'aucuns prêtent à cette période une sécurité précaire. Comment interpeller les parents? Comment parler aux parents maintenant, vous journalistes, hein, comment parler aux parents maintenant pour leur dire, écoutez, faites attention, tout ce que Charles-Élise en a décrit peut se retrouver dehors, comme on le dit de manière triviale. Comment en parler? Je peux vous dire, Dieu merci, que notre émission est très suivie. Et que le sujet que nous abordons ce soir est un sujet qui, sans doute, va éveiller certaines consciences. Parce que vous faites bien de rappeler que nous sommes en fin d'année et que c'est la période des rituels. Il y a des gens qui... Et actuellement au Cameroun, nous sommes dans une période électorale. Il y a des gens à qui on dit que si vous nous apportez le sexe d'un enfant, on va faire en sorte que vous soyez conseiller municipal ou député. Il y en a qui se livrent à ces crimes rituels. Mais je vous dis la réalité, cher ami. Il y en a qui pensent que quand on fait certaines rites, des rites, on peut devenir millionnaire ou voire milliardaire. Ça, c'est des choses qui circulent dans nos quartiers. Et est-ce que, même seulement, le marabout qui vous dit de vous apporter une tête, un bras. Je ne sais pas moi, quel genre d'ossement.
ce marabout-là, il est dans une cahute. Hein? Et puis, il aurait pu emprunter le même chemin qu'il aurait eu autant d'argent qu'il vous promet, c'est ça? Ces jeunes gens qui exhument aujourd'hui, qui profanent les tombes. Qui profanent les tombes pour prendre les ossements humains et aller les vendre. Ils les vendent à qui? Pour quel motif? C'est autant de choses c'est autant de questions que nous devons nous poser aujourd'hui. Et des émissions comme celle-ci, je vous le rappelle, Carole, sont très intéressantes. Il faut même que de temps en temps, quand il y a des phénomènes de ce genre-là, qu'on réunisse un plateau comme celui-ci, vraiment pour en parler, sensibiliser. Monsieur Kameni, que proposer en la matière? Comment faire? Comment en sortir? En attendant d'arriver au pouvoir. Moi, je pense que... Quand tu sors au pouvoir. Oui, depuis le début de l'émission, j'ai essayé d'apporter des solutions. J'ai expliqué comment chez nous, à Douala, 3e, nous faisons. Mais vous n'avez pas parlé de la responsabilité des parents. Tout à fait. C'est quoi ça en fait? En réalité, nous vivons un environnement au Cameroun où il y a des parents qui sortent à 6 h et reviennent à 18 h. Un peu plus tard. Un peu plus tard. C'est très très grave. Vous voyez qu'entre 18 h, entre 6 h et 18, parfois 19 h, où sont les enfants? Ça, c'est un phénomène aussi à regarder. Ça devient très très critique. Donc, moi je pense que les parents doivent prendre des dispositions. Même s'ils ne sont pas là, ils doivent trouver des voies et moyens pour que les enfants soient en sécurité. C'est ce que je pense. Et l'autre côté, c'est que la sensibilisation doit aller même jusqu'à l'école. C'est-à-dire, même des professeurs, des maîtres, doivent prendre, n'est-ce pas, des petites minutes pour expliquer aux enfants. Parce que c'est aussi important. Et sensibiliser les enfants sur la matière. Voilà, ne faites pas ceci, n'allez pas chez les voisins, si quelqu'un d'inconnu vous appelle, ne venez pas. Mais moi, je m'a dit tout à l'heure que c'est très dangereux de parler aux enfants. Est-ce que le terme... Les mots ne sont pas choisis? Si oui, dans quel registre? Est-ce que ça ne va pas plutôt créer la peur chez les enfants au lieu de les sécuriser, les rassurer sur ce qu'on est en train de les aider? Comment parler à un enfant de 4 ans, 5 ans et lui dire effectivement, c'est quoi ils sont en train de dire au niveau de l'école? La maîtresse ou le maître va trouver, n'est-ce pas, le mot adéquat pour parler à son élève. C'est très compliqué. Je vais vous dire, quand il s'agit d'enfants, c'est quelque chose de suffisamment délicat. Autant je suis d'accord avec vous que les parents doivent trouver, parce qu'ils travaillent jusqu'à très tard, ce qui veut dire qu'ils produisent suffisamment d'argent et que cet argent doit rentrer dans l'amélioration du dispositif sécuritaire des enfants. Dans le cadre, une maison adéquate avec tout ce qu'il y a, une barrière sécurisée, tout, une ménagère qui aujourd'hui aussi fait encore que le danger peut venir aussi de la ménagère. Je vais vous prendre un exemple. Il y a des parents qui font du gardinage qui ont 28 500. Mais monsieur, ils ont le salaire minimum. Non, c'est 36 500 quelque chose, 32 000. Mais vous pensez que pour quelqu'un qui a 30 000, 2500 par mois, 36 000, admettons que c'est 36 000. Admettons que c'est 36 000 pour quelqu'un qui a 36 000 par mois et qui loue une chambre ou peut-être un studio de 25 000, comme il peut encore prendre des moyens ou pour se chercher une ménagère pour garder ses enfants. C'est l'échec du pouvoir public. C'est l'échec du pouvoir public. Je voudrais vous faire une illustration. Il y a un feu qui s'est déclenché au domicile. Bien sûr, vous avez la parole, on va terminer. Et les parents, justement, avaient pris des dispositions pour dire à l'enfant, quel que soit celui qui cogne, quand nous ne sommes pas là, nous ne pouvons jamais. Voilà qu'un incendie s'est déclenché à l'intérieur de la maison. Les parents n'étant pas là, les enfants ne pourront pas joindre les parents, les voisins se sont rendus compte qu'un incendie, il fallait donc ouvrir. Ils ont cogné, ils ont tempesté, ils ont fait. Ce qui veut dire que les enfants ont déjà intériorisé l'idée que le voisin est un potentiel. Non. Nous, il y a une éducation à la base qui disait, lorsque vous rencontrez quelqu'un et que vous savez que c'est un aîné, soyez poli, dites-lui bonjour. Des choses comme ça. C'est un processus de socialisation, c'est-à-dire d'intégration de l'enfant dans l'environnement. Parce qu'une société, c'est un foisonnement de personnes avec des imbrications sur le plan des attitudes. Et les enfants doivent être formés pour cela. Laisse stigmatiser la société dans la mentalité des enfants et leur faire comprendre qu'elle est essentiellement destructrice. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et s'il fallait tout simplement dire au bourreau, tuer c'est mal.
Parce que là, on parle plus des enfants, des parents, alors qu'il y a un tueur qui est caché quelque part. C'est très bien parce que là, une fois de plus, tu me rejoins dans ce que j'ai dit, au lieu de demander aux enfants de prendre certaines précautions pour vivre dans une société dangereuse, il faut prendre, nous, parents, des précautions pour enlever ce qui est dangereux dans la société, de façon à ce que les enfants s'y intègrent totalement épanouis. Nous allons aller vers une société où, lorsqu'un enfant rencontre un homme, il n'a aucune raison de s'en méfier. Parce que dans tous les cas, celui qui va lui faire du mal, il va s'en méfier pour l'œuf, mais au 10e, l'enfant, il finira par tomber dans un petit piège. Donc c'est à nous, parents, c'est à nous, aînés, c'est aux politiques, Monsieur Zanki au pouvoir et Monsieur Kamini qui va prendre le pouvoir bientôt, c'est à eux donc de nous de nous créer cette société à laquelle nous aspirons. Charles-Élisant, comment parler aux familles des victimes? Parce que vous avez bien fait de dire qu'elles nous regardent, et que ce soit elles qui sont déjà victimes ou alors des familles à qui ça pourrait arriver. C'est-à-dire tout le monde qui a un enfant peut être victime de cela aujourd'hui. Comment est-ce que vous adressez la question aux familles des victimes? Je voudrais d'abord dire aux parents qui nous écoutent que M. Kameni est l'exemple de la réussite sociale dans ce pays. M. Kameni a un véhicule, il a une jolie veste, il a une tablette, il a 2 téléphones. Je voudrais que M. Kameni soit cet exemple-là pour les jeunes qui nous suivent et qui leur fasse comprendre que moi, Kameni, malgré que je sois de l'opposition, voilà comment j'ai fait pour réussir ma vie. C'est ce que je souhaite que vous fassiez. Et non à lui et à Dia tous les jours dire que Bia doit partir. Non, vous êtes un exemple de réussite. Je souhaite que vous soyez un modèle de réussite maintenant. Toute chose étant par ailleurs égale. Maintenant, je sais. C'est ce qu'il a pas avec vous. C'est ce qu'il a pas avec vous. Il n'a pas fait depuis 37 ans. Carole, maintenant pour répondre à votre question. Il a commencé par déclarer tous vos biens. Et puis il a dit... Non, je souhaite qu'il soit cet exemple, soit le modèle pour les jeunes qui vous suivent. De droit à la 3e. J'ai vu Angodi Makoko en passant, donc c'est de la 3e. Je voulais dire à Carole que, Carole, je ne sais pas comment est-ce qu'on va expliquer à une maman, comme celle que j'ai vue hier, couchée par terre, qui a vu la dépouille de sa fille dans des draps en état de putréfaction avancée. Qu'est-ce qu'on va bien lui dire pour que sur le coup elle comprenne que non, ce qui est arrivé est arrivé. Qu'est-ce qu'on peut bien lui dire? Je n'ai pas la force de dire ça à cette maman, à pas l'aider à pleurer, à faire le deuil. Mais maintenant, au niveau de l'acteur social que je suis, à faire en sorte qu'il n'y ait pas confusion des choses. Parce que dans cette histoire, la nouvelle est partie que tous les Maliens qui sont au Cameroun sont à tuer. Pardon, ne pas stigmatiser une communauté. Deuxième chose, ce matin, les mêmes frères, les jeunes sont allés au marché central avec des bandits à l'intérieur, casser toute boutique qui appartenait à un étranger. Donc, le rôle que nous avons maintenant, nous, à faire, c'est d'essayer de calmer les populations, que justice soit faite. De laisser le soin à la justice de travailler, de laisser les autorités qui ont travaillé ce matin, le sous-préfet, le maire et tout, de rentrer dans le jeu et ce qui arrive. Mais maintenant, pourquoi ça n'arrive plus? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive plus? C'est la société qui est ainsi faite. C'est-à-dire, chacun naît comme il est né. Il y en a qui viennent avec les esprits tordus, il y en a qui ont les esprits pervers. Pendant que vous guettez le voisin, que ce n'est pas lui qui va prendre votre enfant, alors que le prédateur est à l'intérieur de la maison. Donc, voilà, avant-dernière question, Maurice Mora. La dernière, est-ce que vous avez accompagné, vous avez vu accompagner les familles dans leur processus de deuil? Est-ce que vous les avez vus assister, accompagner des personnes qui vont les aider à sortir de là? Ah non, pas du tout. C'est des familles qui sont abandonnées à elles-mêmes. Parce que généralement, quand des faits comme cela arrivent, on peut les considérer comme les cas sociaux. Et je pense que la première mairie du coin devrait dépêcher un psychologue déjà pour essayer d'écouter les familles qui sont horrifiées. On a des structures qui existent. Bien sûr, on a donc des enfants qui sont traumatisés puisque ces jeunes-là avaient des petits frères ou des grandes sœurs qui ont vu quand même les dépouilles de leurs frères en état de putréfaction. Qui n'en dorment peut-être plus. Les conseillers municipaux. Bien sûr, les conseillers municipaux. Et que font les conseillers de Douala deuxième? Pardon, sur la même question, Maurice Somo, comment on accompagne des familles touchées par un pareil drame? Peut-être ça peut aider les politiques ici à se remettre et à se reprendre dans la gestion. Effectivement, disons qu'il y a une forme de traumatisme. C'est un traumatisme qui est né et ce traumatisme avec effet tache d'huile. C'est-à-dire que le petit noyau familial est traumatisé, les parents les premiers et autour des parents les enfants, et puis c'est finalement dans le quartier, ça va se répandre, on sait qu'on n'est pas en sécurité dans ce quartier. Donc la première chose, à mon sens, la première démarche,
c'est une démarche sécuritaire hein, par les forces de l'ordre et tout cela. Et puis, il faut maintenant, pour l'accompagnement psychologique nécessaire, elle ne doit pas forcément commencer tout de suite. La personne doit d'abord se sentir en sécurité et c'est en ce moment que les psychologues et autres psychopathologues rentrent donc dans la démarche parce qu'il faut quitter son l'environnement dans lequel le fait se produit. Est-ce qu'on doit déporter les personnes, les mettre en lieu sûr, suivi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le phénomène, tout va dépendre de la personnalité des personnes qui sont impliquées, qui ont subi des traumatismes. Dans tous les cas, la forme de psychothérapie sera appropriée, elle sera fonction de la réaction de la victime. Il y en a pour qui il suffira tout simplement de se retrouver dans le cadre dans un divan, dans un bureau, lui parler, donc mettre tout un processus. La prise en charge des obsèques peut-être ça, c'est pas moi qu'il faut poser cette question. C'est au conseil municipal à qui je vais donner la dernière question. Il faut donc l'accompagner en fonction de la personnalité de la victime et du protocole d'accompagnement qui est mis sur place par des spécialistes. Élise, en 30 secondes, et je tiens à ce que M. Kameni bouge. 30 secondes, Julio Trésor a soulevé la question des obsèques tout à l'heure, de l'appui aux parents. Est-ce que ça vous intéresse, vous, les politiques, d'assister ce type de cas? Bon, c'est vrai qu'on ne va pas passer le temps à assister les populations qui ont mal en payant les obsèques et tout. Il faudrait d'abord une thérapie en avant, c'est-à-dire essayer de les sécuriser, de leur montrer qu'il y a un environnement de sécurité qui est propice et que quoi qu'il en soit, le risque de sécurité zéro n'existe pas, il y a toujours des fuites. Maintenant, après, c'est clair que c'est le rôle de la mairie. La mairie, c'est le commandant, c'est la première. Il faudrait que le maire descende avec le service social de la mairie. Oui, pour qu'on puisse accompagner ces populations-là à se sentir maintenant en sécurité. Bon, nonobstant le fait que c'est leur rôle, le rôle de la mairie de le faire. Monsieur Kameni, vous êtes conseiller municipal, vous avez eu à le faire? Monsieur Kameni marche, il est marché. Nous avons eu des cas sociaux, mais pas ce genre de cas. Il y a eu la guerre de Guéant en Bilongué. Effectivement, et puis nous les avons assistés, monsieur en peut témoigner. Donc c'est régulier chez nous, on assiste les gens. En réalité, je voulais dire c'est un cas social. Et au Cameroun, nous avons un ministère des Affaires sociales. Donc, en réalité, je pense que c'était plus urgent qu'il soit déjà sur le terrain. Le ministère se déploie. Et effectivement, dans un pays sérieux, il devait déjà être sur le terrain pour, n'est-ce pas, reconforter cette famille parce qu'il s'agit quand même... Il faut que le ministère des Affaires sociales descende là maintenant. Je dis que dans un pays sérieux, il serait descendu sur le terrain pour, n'est-ce pas, reconforter. Le ministère des Affaires sociales doit descendre avec ses experts. Mais c'est le ministère des Affaires sociales du RDPC. Maintenant, si ce n'est pas fait, nous regrettons. Et je profite quand même de votre antenne pour adresser toutes nos condoléances à toute cette famille-là. Merci. Et au nom du MRC, j'adresse nos condoléances à toute cette famille. Jacques Gobel, merci à vous. Charles Élise, merci beaucoup d'être venu. Mathias Kameni, pardon. Maurice Somo, c'est un plaisir de vous avoir pour votre expertise sur les questions. Quand c'est vous qui m'appelez, je ne peux pas ne pas venir. Julio Trésor Tanon, merci d'avoir partagé avec nos téléspectateurs ce que vous avez vu, entendu et senti sur le terrain de Dizangué. Commandant, madame, monsieur, je vous dis merci. Le journal est tout juste après. Vous reverrez donc toutes ces informations et bien d'autres développées par Michael Tipkio ce soir. Et moi, je vous retrouve demain avec d'autres invités à notre sujet à débriefer. Bonsoir.